Donc, bienvenue sur le webinaire Déployer une usine à site avec Cycor SXA. Donc, je suis Stéphane Wolfel, directeur associé Castellis, et j'ai avec moi aujourd'hui le plaisir de recevoir Mélanie Destern. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Donc moi je suis responsable communication au sein du groupe APAV et j'ai eu en charge le projet de refonte de nos sites web. Merci Mélanie. Je propose qu'on coupe nos caméras pour laisser plus de place à la présentation. Et voilà, donc on va commencer dès maintenant. Donc Mélanie Destern, responsable communication APAV, Stéphane Wolfel, directeur associé Castellis, et aujourd'hui on va vous parler des usines à site, et plus particulièrement des usines à site avec Cycor SXA, la technologie que nous aimons bien. Il y aura 6 points, 6 étapes dans ce webinaire. D'abord, une présentation des différents acteurs qui ont participé au projet. Donc, la société APAV, que nous remercions encore de nous accompagner pour ce webinaire, qui nous a fait confiance sur ce projet, le Castellis, qui est l'intégrateur de la solution, et Cycor, qui est l'éditeur de la solution avec lequel nous avons réalisé cette usine à site pour APAV. Stéphane, je t'interromps. Stéphane, je t'interromps. On te voit toi, mais on ne voit plus l'écran. On ne voit plus l'écran, ça c'est mal. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de bouton. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci Mélanie. On passera ensuite sur le concept d'usine à site, les concepts qui permettent de construire une usine à site. Qu'est-ce qu'une usine à site en fait? On reviendra en détail sur le projet usine à site d'APAV. Et après, on rentrera dans le détail sur les technologies sous-jacentes qui nous ont permis d'élaborer ce projet, c'est-à-dire la plateforme CMS Cycor et le framework Cycor Experience Accelerator qui a été utilisé dans le cadre de l'usine à site APAV. Et enfin, Mélanie pourra conclure nous faisons un petit retour d'expérience sur le projet qui s'est déroulé donc sur l'année 2021, qui a été initié début 2021 et une première livraison du site apav.com en juin 2021. C'est bien sûr un projet qui s'étale dans le temps, dans la durée, puisqu'on est sur une usine. Et donc l'objectif, comme nous le montrera Mélanie, c'est de déployer une multitude de sites. Alors, petite introduction sur les différents acteurs qui ont constitué ce projet. La société APAV. Mélanie, je te propose de nous présenter APAV. Oui, brièvement. Donc APAV, c'est un groupe international de 150 ans. On est spécialisé dans la maîtrise des risques autour de 5 métiers, l'inspection, la formation, les essais-mesures, la certification, labellisation et le conseil et l'accompagnement technique. On est présent en France à l'international. On compte 12 400 collaborateurs dans le monde et on est implanté dans plus de 45 pays. Merci Mélanie. Donc une très belle société française qui a fait le choix de Castellis et de Cycor en début d'année sur le projet que nous détaillerons après. Donc ensuite, le deuxième acteur donc, de ce projet, c'est le groupe Castellis, dont je suis aujourd'hui le représentant. Donc le groupe Castellis, c'est un groupe de 6 sociétés qui développent des solutions digitales. Donc les 6 sociétés ont chacune leur cœur de métier, leur spécialisation, et le groupe permet de couvrir l'ensemble du spectre, depuis la conception, la création de design de sites web, l'UX, l'UI, en passant par le développement de solutions principalement sur les solutions Cycor, et également le maintien en conditions opérationnelles, la tierce maintenance applicative et l'hébergement et les opérations sur du cloud, principalement Azure, mais pourquoi pas aussi GCP ou AWS. En termes de chiffres, la société Castellis, c'est 250 collaborateurs dans le monde, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on existe depuis une vingtaine d'années avec donc, les 6 sociétés qui composent ce groupe. Le Castellis intervient donc sur les sujets Cycor. Vous avez ici un panorama des différents logos des clients Cycor en France, et uniquement en France, on parle que de la France là, et en 2020. Pour préciser que Castellis intervient sur pratiquement la moitié des comptes Cycor en France, donc on est un des plus gros intégrateurs de la technologie sur le marché français, et on a travaillé de près ou de loin avec les sociétés que j'ai encadrées en vert, que ce soit pour développer des sites, des usines à sites, pour intervenir sur des missions d'expertise ponctuelles, de migration de version, d'audit de sécurité, d'audit de performance, SEO, etc. Principalement donc sur la technologie Cycor. Cycor, le dernier acteur donc, de ce projet, c'est l'éditeur. Cycor est un spécialiste initialement des solutions CMS, donc de contenu sur le web, qui a très tôt pris le virage de ce qu'on appelle la DXP, donc la Digital Experience Platform, c'est-à-dire la capacité de pouvoir fournir à des audiences des solutions personnalisées, des expériences qui soient à la fois attrayantes et sur mesure. Et comment? Eh bien,
à la fois en étant la source de contenu, hein, donc des différents contenus qu'on va diffuser sur le web, et également en recueillant de la donnée, aussi bien de la donnée comportementale sur le site que de la donnée analytics, qui va permettre de segmenter en fait les expériences et de proposer des contenus quasiment en one-to-one aux différentes personnes qui vont aller sur les sites. C'est vraiment la promesse de Sitecore qu'on essaye de mettre en œuvre via les usines à sites ou les sites que l'on développe avec la technologie. En termes de chiffres, depuis près de 10 ans, Sitecore est un des 3 leaders des plateformes web dans les Magic Quadrant Gartner, hein, ce qui donne quand même une certaine image de pérennité à la solution. Il y a eu plus de 800 partenaires technologiques dans le monde. Castelli, c'est un de ses partenaires. 5200 marques sont propulsées par Sitecore dans le monde. Et c'est près de 22 000 consultants qui utilisent, déploient ou développent des solutions sur les technologies Sitecore. Je vous propose de rentrer maintenant dans les concepts d'usine à site en détail. Alors, une usine à site, c'est déjà une usine. Et la définition petit Robert de l'usine, c'est un établissement industriel qui, à l'aide de machines, effectue la transformation de matières premières ou semi-ouvrées en produits finis. Ramené au monde du digital, ça veut dire quoi? Une usine à site, c'est 3 principales composantes. C'est d'abord des processus et des méthodes qui sont animés via une gouvernance d'entreprise dans le but de réaliser une stratégie digitale. Tout ça s'appuie sur un outillage qui va permettre la création et la fiabilisation, le développement, le test d'une multitude de sites. Et enfin, ces sites sont réalisés grâce à des sous-ensembles de composants technologiques qu'on va appeler des briques élémentaires, hein, donc des composants qui vont permettre d'être assemblés pour réaliser des différents sites web. Donc, si on récapitule, on a un outillage d'un côté qui représente un socle technologique sur lequel vont s'appuyer les différents sites. Ce socle technologique permet de faire du clonage de sites, permet de faire de l'intégration continue, du déploiement continu ou du test en continu, va permettre de gérer tout ce qui est localisation et traduction, va permettre de gérer également du theming. Et donc, le theming, c'est la petite couche de design qu'on va mettre au-dessus de cette couche industrielle pour avoir une approche personnalisée des sites, hein, pour avoir un design qui soit vraiment adapté à chaque marque ou à chaque entité d'un groupe. Tout cela dans un souci de fiabilité, de cohérence et de respect des normes internes du groupe. Et enfin, la deuxième approche, c'est l'approche composant. Hein, donc, sur ces socles technologiques, on va venir assembler des composants pour réaliser des sites web. Et ce catalogue de composants va permettre d'avoir une plus grande sécurité, puisqu'il est fourni par l'éditeur. On n'est pas sur du développement custom, on est vraiment dans une approche low-code. Et qui dit low-code, dit plus de sécurité, plus de performance, puisqu'on est sur des composants qui sont testés à la fois dans les axes sécurité et dans les axes performance. Et bien sûr, une forte réutilisabilité, puisque ces composants vont servir de base à des composants peut-être plus importants qu'on va pouvoir assembler les uns avec les autres pour faire des briques de plus en plus complexes. Voilà, et de tout avec un minimum de code. En fait, sur une usine à site SXAT, qu'on la détaillera après, la principale source de développement, la nécessité de développement, c'est pour la partie design. Donc, tout ce qui est CSS, JavaScript et HTML, vraiment la couche coloris, de police et assets qui vont permettre de personnaliser le site. Ce qui signifie que sur une usine à site, on va avoir, et j'aime bien cette image industrie automobile, si vous voulez, où un constructeur va développer une plateforme et à partir de cette plateforme, va pouvoir déployer une multitude de modèles différents. Sur l'usine à site, c'est un peu le même principe. Le principe du socle technologique, c'est qu'on a une plateforme technique hébergée par Sitecore ou hébergée sur un opérateur cloud du marché, en fonction des choix stratégiques de l'entreprise. Et cette plateforme technique va venir permettre de développer une multitude de sites différents qui auront chacun une image de marque, des identités de marque qui seront préservées grâce à cette adaptation du design qu'on peut réaliser grâce au theming de la plateforme en fait. Voilà. Et c'est cette partie theming en fait qui est la seule couche un peu artisanale au-dessus de l'ensemble de l'usine. Et donc l'approche composant, elle, par contre, va permettre, en assemblant des composants, de pouvoir répondre à des fonctionnalités différentes en fait. Donc là, c'est le modèle Lego qui paraît le plus adapté pour décrire ce système-là. Les composants sont des briques élémentaires testées, robustes, fiables, sécurisées. On va les assembler et en les assemblant, on va pouvoir obtenir des sites avec des fonctionnalités et des capacités qui seront différentes. Donc, globalement, une usine à site, à quoi ça sert? Pour finir, ça sert à réaliser une multitude de sites pour répondre à différents besoins de l'entreprise. Ça peut être des besoins de communication différents pour des entités, différents pour des marques, différents pour des produits ou des services, différents en fonction des présences géographiques,
ou différents même en fonction des audiences ou des expériences qu'on veut apporter à ces audiences. Typiquement, on va parler de mini-sites, de multi-sites, de sites de marque, de sites de pays. Tous ces vocabulaires multi-sites, en fait, sont vraiment l'objectif des usines à sites. Et l'usine à sites va permettre, grâce à l'approche composante, grâce à l'approche socle technologique, d'améliorer la qualité intrinsèque des sites que l'on développe, d'augmenter la performance, d'assurer une sécurité, d'assurer un meilleur respect des normes, que ce soit les normes d'accessibilité, donc les normes vraiment presque imposées légalement, ou les normes plus techniques type SEO, d'avoir des meilleures performances SEO, et tout ça dans un souci de cohérence aussi, puisque évidemment, on va pouvoir partager du contenu, on va pouvoir partager des templates, on va pouvoir partager des assets, on va pouvoir partager des chartes graphiques, etc. Et donc avoir une plus grande cohérence dans l'ensemble de l'écosystème que l'on développe avec l'usine à site. La gouvernance s'en trouve également facilitée, puisque évidemment, on privilégiera un pilotage centralisé, même si après on peut décentraliser la réalisation, mais en tout cas le pilotage de la stratégie de communication, le pilotage technologique, toutes les normalisations et les contenus peuvent être centralisés et après diffusés dans les différentes organisations, quand on parle de présence géographique, de produits, de marques, etc. Voilà. Et enfin, on aura bien sûr une optimisation en termes de ressources humaines, puisque une seule et même plateforme, ça permet d'avoir évidemment des compétences qui sont standardisées dans le groupe et donc de rationaliser les ressources humaines. Le contre-exemple étant, bien sûr, chaque marque prend sa technologie et a ses propres compétences, ce qui ne permet pas des rationalisations. Tout ça dans un but final qui est quand même une amélioration notable du retour sur investissement, avec une baisse de production de chaque nouveau site, en fait. Donc, si on considère que l'investissement d'une site est bien sûr légèrement supérieur, un peu supérieur à celui d'un site, un monosite en quelque sorte, dès le deuxième site, en fait, on va avoir un retour sur investissement important et ce retour sur investissement ne va faire que s'améliorer en fait au fil du temps. Donc, retour sur investissement en termes de coût, de délai, de qualité et de délivrabilité des sites. En fait. Donc, ça, c'est tout l'intérêt du concept du site. Le projet usine acide à Pave, écoute Mélanie, je te propose de prendre la main et de nous expliquer le pourquoi et le comment du projet à Pave. Très bien. Donc, nous, fin 2020, on a fait un constat. On a fait un état des lieux. On s'est rendu compte qu'on avait près de 50 sites web en France et dans le monde. Donc, de différentes natures. Un site apaf.com qui était dédié aux activités France, hébergeant la partie corporate, un site RH, 26 sites pays, 16 sites filiales, des sites thématiques, des sites événementiels. Et notre visibilité était complètement hétérogène et ne nous permettait pas d'apporter une expérience digitale à nos clients très cohérente. Donc, on s'est dit, bon, il faut absolument rationaliser le nombre de sites, améliorer cette expérience utilisateur et uniformiser le design et proposer des fonctionnalités plus orientées client. Donc, avant 2021, donc, on avait un écosystème complètement éclaté. Comme je vous le disais, pas de site corporate, on en parlait puisqu'il s'agissait d'une partie dans le site France, et puis 47 sites indépendants. L'expérience utilisateur était complètement discontinue, les sites étant indépendants les uns des autres, graphiquement différents et avec des fonctionnalités qui parfois auraient pu être les mêmes, mais qui n'avaient pas les mêmes fonctionnements. Et des technologies complètement hétérogènes, du Drupal, du WordPress, du CMS propriétaire du type O3. Et on a aussi fait dans cet état des lieux, on a fait un constat qui était que on prenait des risques en termes de RGPD et de sécurité. Donc, nos enjeux étaient assez simples, c'était redévelopper dans un temps restreint le site corporate et de prévoir une usine à site pour y réintégrer les 26 sites pays existants. On a rationalisé bien sûr le nombre de sites puisque certains étaient complètement obsolètes et inutiles. On a travaillé sur une charte graphique unique, donc portant l'image d'APAV, les couleurs d'APAV. On a travaillé aussi sur la navigation, évidemment, en créant des passerelles entre les différents sites du groupe et en permettant un retour systématique au site corporate. On a aussi travaillé une présentation du groupe identique dans le monde entier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Chaque pays
réinventer la présentation du groupe. Donc, une présentation du groupe centralisée et disponible en plusieurs langues. On souhaitait aussi disposer d'une administration centralisée, tout en laissant quand même une indépendance à nos sites locaux pour la contribution. Et puis, l'idée, c'était aussi de pouvoir être agile et autonome pour la création de sites web. Donc, on a fait un appel d'offres. On a lancé un appel d'offres fin 2020 et nous avons retenu la solution Sidecore parce que l'outil nous paraissait puissant et répondre à tous nos besoins. Et puis notre partenaire, donc on a déjà choisi la techno et ensuite on a relancé un appel d'offres pour choisir l'intégrateur et on a porté notre choix sur Castellis qui nous a convaincus et qui nous a permis, qui a répondu à notre besoin de construire ce site en moins de 6 mois. Voilà. Je te rends la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, on retrouve bien dans le constat des enjeux, du pourquoi et du comment du site APAV, l'ensemble des sujets qu'on a évoqués. Hein. Déjà les objectifs multi-sites, que ce soit pour des pays, que ce soit pour des entités, des marques, ou que ce soit même pour des événements, que tu l'as dit, hein, donc plus mini-site. Et c'est ce besoin de rationalité, de ROI aussi, et puis de cohérence entre l'ensemble des sites. Donc, on est vraiment typiquement dans le use case usine à site. Donc, on a choisi, vous avez choisi Sidecore Experience Accelerator et Sidecore. Donc, rentrons un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que Sidecore en fait? Donc, Sidecore, c'est à l'origine une plateforme CMS, hein, donc, ou WCM, Web Content Management, et CMS, Content Management System. Donc, à la base, c'est une solution qui vient du contenu pour réaliser des sites web. C'est un des leaders, des 3 leaders, on va dire, voire des 2 leaders sur ce type de plateforme dans le web. Et depuis près de 10 ans que la solution existe, plus de 10 ans, elle s'est nettement enrichie et est passée du simple contenu et présentation de contenu sur les solutions web à de la diffusion sur des contenus divers et variés dans ce qu'on appelle l'omnicanal et surtout à la mise en place de mécanismes d'automatisation marketing et d'expérience basée sur de l'analytics et sur du recueil d'interaction avec les audiences sur les sites web. Voilà. Donc si on récapitule, c'est d'abord le leader du marché, un des leaders du marché des plateformes CMS, c'est la possibilité de récupérer des données clients qui vont permettre d'alimenter des parcours de personnalisation, des parcours d'A/B testing, des parcours d'optimisation, hein, donc de personnaliser les expériences. Ça va être la possibilité de livrer en omnicanal les différents contenus, alors que ce soit des contenus adaptatifs ou responsives, soit carrément des contenus vraiment omnicanal dans lesquels on va targeter des devices différents, typiquement par exemple des écrans en magasin, ça peut être des devices IoT, imaginons un constructeur automobile qui voudrait servir du contenu dans ses automobiles sur les écrans de ses tableaux de bord. Voilà, on peut imaginer toutes sortes de scénarios pour diffuser un contenu qui vienne d'un même système vers des canaux totalement différents, hein, en headless. C'est également la possibilité de s'intégrer de façon efficace avec différents outils du marché, puisqu'on parle de données clients. Évidemment, il y a les données analytics que va remonter le site web, les données de comportementales sur le web, mais il y a également toutes les données qui viennent de l'entreprise. Hein, donc, les données CRM, les données commerce, etc., qui vont pouvoir alimenter ces systèmes-là. Et enfin, c'est la capacité d'extensibilité. Hein, donc, Sidecore permet, grâce à différents partenariats, de pouvoir étendre la plateforme et depuis peu également, grâce à beaucoup de rachats qui ont été effectués récemment, d'étendre les capacités de la plateforme, que ce soit en termes de marketing automation, de mailing, de commerce, etc. Voilà, donc on est vraiment face à une plateforme qui est une plateforme leader dans le monde du digital. Il y a différents frameworks pour réaliser des sites ou des usines à sites avec Sidecore. Historiquement, c'était beaucoup de développement avec du Sidecore, avec du .NET MVC, hein, donc pour les techniciens, donc des plateformes plutôt Microsoft, et ça demandait pas mal de dev pour réaliser des sites web. Hein, donc la plateforme apportait la gestion de contenu, la traduction, la localisation, la sécurité des contenus, la gestion des assets, etc. Et il fallait développer la partie front en sur-mesure, en fait, historiquement. On peut toujours le faire, ça peut avoir du sens si on a par exemple beaucoup de contenu existant, de templating, etc.
ou de développement custom en techno.NET. Dans ce cas, ça s'intègre très facilement sur de la technologie Sidecore MVC. Mais sur les sites récents que nous avons développés, et pour le projet APAV en particulier, on utilise de nouveaux frameworks, soit les frameworks Sidecore SXA, soit le framework Sidecore Headless ou Sidecore JSS, les deux ayant leurs avantages et leurs inconvénients. Et nous, on travaille de façon assez égale avec les deux technologies. L'une est plutôt orientée pour faire du web ou du web responsive, et l'autre est très orientée pour faire de l'omnicanal, en fait. Hein, donc, on va s'intéresser aujourd'hui plutôt à la plateforme SXA. La plateforme SXA, donc Sidecore Accelerator, hein, donc, comme son nom l'indique, permet de développer des sites ou des usines à sites de manière accélérée, hein, d'où les délais très contraints qu'a évoqué Mélanie dans le projet APAV. On parle de 6 mois pour développer la première version d'usine à site et le premier site de l'usine à site. Quand on parle de 6 mois, c'est de 6 mois tout compris, y compris avec le recueil des assets, le recueil des textes, des contenus, l'alimentation, etc. Et comment on peut arriver à cela? Grâce à des méthodologies de développement qui sont extrêmement pointues. Donc, passons maintenant directement sur la présentation de Sidecore Experience Accelerator, qui nous a permis de répondre au cahier des charges, aux objectifs et aux enjeux de notre client APAV pour la réalisation de son outil. Alors, Sidecore Experience Accelerator, ce n'est pas la dernière technologie à la mode qui est sortie la semaine dernière. C'était une solution qui est très éprouvée, qui existe depuis maintenant plus de 5 ans. Donc, dans le monde du web et du digital, c'est presque très, très ancien. Et le plus beau côté des choses, c'est que c'est une solution qui est à la fois éprouvée, robuste, qui a beaucoup évolué en 5 ans et qui est maintenant atteint vraiment un stade de maturité optimale, qui permet de faire des sites en toute confiance et vraiment avec cette bibliothèque de composants que j'évoquais au démarrage, ou ce socle, qui sont extrêmement robustes et éprouvés. Le principe de base de SXA, c'est déjà une approche drag and drop. Hein, donc pour faire du site web en low code, hein, ou avec un minimum de développement, il faut qu'on ait une interface dite WYSIWYG, hein, what you see, what you get, dans laquelle vous allez pouvoir construire votre site web en drag and dropant, donc en prenant des composants et en les assemblant de façon visuelle et dynamique. Vous allez avoir des architectures de pages qui seront fournies par le modèle de Sidecore. Vous allez pouvoir créer ainsi un site complet en mode wireframe, c'est-à-dire un site non designé, en fait, avec des composants assemblés les uns à côté des autres. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir même commencer à travailler sur ce site web, à le contribuer, à rajouter des assets, à rajouter des textes, alors même que le design n'est pas encore terminé. Le design, lui, viendra ensuite, faire un mécanisme d'import de thèmes se rajouter à l'ensemble des sites. Voilà. Et enfin, le Sidecore SXA propose par défaut une approche bien sûr mobile first ou adaptative, responsive ou adaptative en fonction des choix qu'on fait technologiques, bien sûr pour répondre aux enjeux modernes de sites web qui doivent être compatibles mobile. Ça, c'est un prérequis. La solution arrive par défaut avec plus de 100 composants out of the box, hein, donc tels quels, fournis par l'éditeur, testés, sécurisés, etc. Ces composants peuvent être assemblés les uns avec les autres pour former des macro-composants, en quelque sorte, hein, des composants plus complexes. Ils peuvent être aussi étendus et enrichis avec assez peu de développement, beaucoup de paramétrage par la plateforme qui permettent vraiment de les tuner de façon la plus fine possible. La plateforme elle-même est cloud ready, hein, donc elle peut être opérée même par Sidecore. Donc si on veut accélérer justement la mise en œuvre d'une technologie, d'une usine à site, Sidecore fournit des infrastructures déjà prêtes, avec les plateformes déjà installées. On n'a plus qu'à choisir le dimensionnement nécessaire pour pouvoir démarrer. Et après, on peut même scaler en passant d'une offre à une autre. Hein, on est vraiment sur du cloud très adaptatif. Et donc ça, c'est aussi un des facteurs clés pour accélérer les projets digitaux. Enfin, d'un point de vue technique, on utilise sur les projets Sidecore des grid frameworks standards du marché, hein, donc type Bootstrap par exemple, qui vont permettre d'avoir cette approche responsive ou adaptative en tenant compte des best practices en termes de SEO, adaptation JavaScript, compatibilité navigateur, etc. On est multitenant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer cette multitude de sites, et c'est ça qui apporte justement la capacité usine à site. On peut gérer une multitude de sites, on peut partager du contenu entre différents sites. Donc typiquement la problématique de la page corporate qui présente le chiffre d'affaires, les effectifs, etc., et qui se retrouve différente entre 3 sites différents du groupe, ça ne peut pas exister sur Sidecore si c'est bien conçu, puisqu'on va aller partager ces contenus-là, des contenus transverses, grâce à l'approche multitenante. Et enfin, on a également des capacités quand même omnicanal headless, alors pas aussi poussées qu'avec le Sidecore headless, qui est du full headless pour le coup, mais par contre, on a la possibilité de faire du rendering, donc du rendu, si vous voulez, de composants
en format JSON, donc en format technique, qui peuvent être après consommés par des solutions tierces, typiquement des solutions IoT, Watch ou tout ce qu'on peut imaginer comme client omnicanal. Voilà. En synthèse sur du développement SXA, en fait, justement, le point intéressant, c'est qu'il y a peu de développement. Sur un développement classique de site web, on va être à 70% de code et 30% des coûts sont sur le paramétrage de la plateforme CMS. Et donc, le code, ça coûte cher, le code, c'est risqué, le code, ça prend du temps. L'approche SXA, c'est une approche low code. Donc, le moins de code possible, le maximum des fonctionnalités sera apporté par Cycler Experience Accelerator, donc les composants existants, le framework et le socle existant. Donc là, c'est plutôt du paramétrage. Et la seule couche de code restante, ça va être par contre le design. Nos fameuses voitures avec nos différentes marques qui ont un design différent, des coloris différents, etc. Ça, c'est apporté par du code, mais du code simple, du code front, HTML, CSS, un intégrateur web du marché, enfin n'importe quel intégrateur web peut parfaitement appréhender. Voilà, donc ça, c'est vraiment la promesse et la philosophie de SXA. Et ça a un autre avantage, je vous parlais tout à l'heure de wireframing et possibilité de créer des sites en parallélisant les tâches, c'est-à-dire d'avoir un site qui soit au départ non designé, sur lequel on va pouvoir commencer à faire de la contribution. Là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir paralléliser des tâches, éviter des boucles de rétroaction qui peuvent être extrêmement consommatrices en temps et en argent. Typiquement, je développe un site et je m'aperçois à la fin, au moment de la QA, qu'il me manque le champ quantité sur la fiche produit, par exemple. Si ça arrive en fin de cycle, ça veut dire des retours arrière sur la partie back-end, sur la partie front-end, sur la partie UI, sur l'ensemble de la chaîne pour pouvoir après redescendre dans la boucle de livraison. Le fait de paralyser les tâches permet d'être beaucoup plus agile et de faciliter les échanges entre les différentes couches qui travaillent ensemble. Et là, typiquement, sur le dessin, ce qu'on peut voir, c'est qu'en phase de build, dès que la partie UX est terminée, dès que j'ai designé l'expérience de mes différentes pages, de mes contenus, je vais pouvoir avoir mon modèle de données et commencer à contribuer des contenus sur mes sites web, bien que le design ne soit pas commencé ou à peine commencé. Évidemment, il faudra l'avoir fini pour faire une QA définitive, pour avoir les sauts de ligne, pour avoir tous les petits détails pixel perfect finaux, mais on aura gagné beaucoup de temps en commençant à contribuer bien en avance. Donc, en conclusion, sur la partie build, sur la partie run, le modèle SXA est aussi un modèle low-code. Et globalement, sur un modèle classique où dès qu'on veut modifier template, dès qu'on veut modifier le design, ou bien sur la plateforme, on va devoir faire de la release de code et du code. Sur un modèle SXA, la release de code se limite à la plateforme, bien sûr, et au design, comme je vous l'ai dit, la partie front-end. Mais par contre, changer du contenu, changer du templating ou changer de l'UX, ça reste du business as usual, du paramétrage dans le back-office Cycor, sans livraison de code, sans test de non-régression et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, en termes de run, on a également un plus grand ROI, une plus grande performance. En conclusion, SXA, c'est un framework qui est centré sur les besoins des plateformes digitales, avec une approche mobile first, de la souplesse dans l'affichage, dans le design front-end, puisqu'on va pouvoir quand même personnaliser le design front-end, un moteur de template totalement responsive, basé sur les best practices en termes de grid-based layout, un moteur de thème qui va permettre de rajouter de façon fluide les aspects design, une architecture multi-tenant pour pouvoir faire justement des usines à sites et des multi-sites, un moteur de recherche out of the box, ça j'en ai pas trop parlé, mais effectivement c'est intéressant de savoir que la plateforme vient avec un moteur de recherche aseptisé, une séparation des contenus et du contenant, pouvant même aller jusqu'à du contenu servi sous forme de fichier JSON pour du headless, et donc un respect au maximum des best practices du marché en termes de plateforme digitale. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation sur la technologie Cycor. Mélanie, je te propose de clôturer en nous faisant un petit retour d'expérience de ce que tu as apporté la technologie et puis notre service sur la mise en œuvre de l'usine à site à Pave. Comme on l'a dit, c'est un projet qui est encore en cours, qui est en ligne pour les premiers sites, mais qui va se prolonger sur l'année 2022 et peut-être même 2023 pour la diffusion de nouvelles expériences pour vos audiences. Effectivement, merci Stéphane. Donc, comme tu le disais, en fait, c'est vrai que la technologie SXA nous a permis de construire rapidement le site, mais surtout aussi de contribuer en parallèle
le temps de paralléliser les tâches, hein, comme tu l'expliquais. C'est pour ça qu'on a pu faire un site aussi rapidement. Donc, avant 2021, comme je vous le disais tout à l'heure, donc tout était éclaté. On disposait de plusieurs sites à l'international et en France. Et en 2021, avec la technologie Cycor, en 6 mois, on a créé un site groupe, 30 espaces pays, 11 sites filiales et des contenus groupes que l'on partage sur tous ces sites en multilingue. Donc, notre écosystème commence à prendre forme et l'image digitale d'APAV est en train d'être constituée. Elle a déjà pris une bonne tournure. Donc, on continue aussi avec l'user experience. Donc, on a mis en place justement une charte graphique unique, comme je vous l'expliquais, une navigation qui est cohérente entre nos sites avec un header pour nos sous-sites qui est intégré donc dans le clonage des sites. Donc, au moment du clonage, ça prend les configurations telles qu'on les a prévues. Donc, c'est pas reconstruire systématiquement. On partage des fonctionnalités, bien évidemment, et des composants qui ont été créés pour le site groupe, mais qui sont aussi partagés avec tous nos sites filiales et pays. Et puis, la technologie choisie, donc SXA, est quand même très puissante et agile. Elle nous permet de générer des sites à la volée et puis on nous a permis aussi d'intégrer des outils pour être en conformité RGPD et disposer de sécurité suffisante sur le site. Pour moi, donc, du coup, c'était un pari gagné. Bon, il y a des plus, mais il y a quelques moins quand même. Donc, les plus, c'est vraiment la rapidité à laquelle on a mis en œuvre ce projet, donc qui répondait complètement à ce que au délai fixé par la direction générale. Donc, ça a été un pari gagné pour nous. On a eu des bonnes relations avec les équipes de Castellis, des itérations qui nous ont permis de prendre en compte nos besoins dans des délais rapides et de manière efficace. Comme l'expliquait Stéphane, c'est aussi le SXA la possibilité d'accéder rapidement au back-office, bien que le front ne soit pas encore construit pour y intégrer les contenus. Donc, ça nous a permis de gagner du temps sur la contribution, qui arrive généralement dans un projet plus classique dans un second temps. On a eu une totale autonomie des équipes dans l'administration des contenus et on s'est fait aider par un chef de projet digital côté DSI spécialisé dans la technologie Cycor, ce qui nous a permis aussi de gagner en performance. Alors, les points les plus négatifs, c'est lié aussi à la techno. Quand on parle d'usine à site, c'est quand même des grosses machines. Quand on dit puissante, c'est pas par hasard, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine technicité pour l'utiliser. Et donc, on ne coupe pas une formation des équipes à l'utilisation de Cycor, sinon on peut être vite perdu. Mais là, Castells a bien fait son job parce qu'ils nous ont fait un super guide utilisateur qui nous permet aussi en cas d'oubli, nous y référer et puis de trouver des solutions de manière autonome. Et puis, le temps de contribution, comme je vous le disais, il ne faut pas le sous-estimer, c'est quand même du temps pour intégrer tous les visuels à tous les bons formats. Mais le fait que ce soit parallélisé à d'autres tâches, ça nous a permis quand même de tenir les délais. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment un projet assez lourd qui continue, comme le disait Stéphane, puisque là, on est en train de travailler toujours, on continue à intégrer des sites de nos pays. Donc on s'est donné un an, donc il en reste encore pas mal. Et puis, on est parti sur un lot 2 avec des nouvelles fonctionnalités, notamment pour notre site France, puisqu'on est leader en formation à la maîtrise des risques. Donc, il nous faut un moteur pour les formations assez puissant. Et c'est ce qu'on va mettre en œuvre d'ici milieu d'année prochaine. Tout à Voilà fait, mon témoignage. Tu soulèves un point intéressant, c'est que on peut avoir peur avec une usine à site de se retrouver dans un carcan un peu fermé dans lequel on n'a pas beaucoup de souplesse et sur lequel moi j'ai parlé beaucoup de low code, donc peu de développement. On pourrait se dire, mince, je ne vais pas pouvoir développer toutes les features que je veux et je vais me retrouver avec un site un peu rabougri dans lequel je ne pourrais pas mettre en avant certains services un peu différenciants, un peu différents. Et c'est pas le cas. On peut tout à fait développer quand même du custom avec une usine à site. Ce qu'il faut retenir, c'est que 90% des besoins qui sont des besoins standards, hein, j'affiche des contenus, des images, je veux les personnaliser, je veux faire du A/B testing.
ça devient du standard ça sur les usines à sites. Ça, c'est fait en industriel. Et par contre, on a le droit, bien sûr, de développer nos propres composants. Et c'est ce qu'on va faire sur le fameux lot 2 pour la PAV, développer des composants sur mesure avec des interfaces avec des systèmes tiers sur mesure, etc. Donc, on a quand même cette souplesse de mixer à la fois du dev et du low-code. Oui, complètement, on n'est pas figé. Heureusement, on peut aller plus loin dans les fonctionnalités, bien sûr. Donc, on arrive au terme de cette présentation. Merci encore, Mélanie. Ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez des questions, je vais rallumer ma caméra. Voilà. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions, alors vous avez sur Interface directement une zone de chat dans laquelle vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à y poser, nous y répondrons au plus vite. Alors, je regarde zone. Pour l'instant, pas de questions. Ah, une première question de Marine. Une usine à site peut-elle être utilisée pour des produits? Alors oui, au lieu de pays filiales. Alors effectivement, oui, c'est ce qu'on disait au démarrage. Une usine à site, c'est fait pour faire du multisite. Hein. Donc, dans le multisite, on peut avoir du mini-site. Donc, ça peut être un site pour un événement, pour une occasion particulière, pour un produit particulier. Ça peut être aussi pour un catalogue produit. Hein. On peut avoir, on a des usines à sites qu'on a développées pour certains clients où le catalogue des solutions ou le catalogue des produits était différencié du site corporate. Voilà. Par contre, on peut avoir des contenus communs et bien sûr des passerelles entre ces deux sites. Donc, on peut avoir du site par région, du site par pays, du site par langue, du site par offre de service, ou même du site, comme je le disais, par expérience. Hein. On peut imaginer des sites type événementiel ou autres qui peuvent être des expériences particulières liées à un événement, un salon, que sais-je. Ça approche un petit peu mini-site. Donc oui, pas de problème pour déployer tout type de fonctionnalités sur les sites et même de façon temporaire. En fait. C'est bien le principe. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on y réfléchit aussi sur des gammes de produits à déployer des mini-sites et également pour l'événementiel, évidemment. Et ça, maintenant, on est autonome pour le faire. Alors, peut-être une deuxième question. Alors, une question sur le budget minimum pour la création d'une usine à site. Alors ça, c'est une question compliquée. C'est difficile de dire, hein, de donner un budget, parce que ça dépend vraiment du périmètre. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la création d'un site standalone, d'un site seul, une usine à site va forcément coûter un peu plus cher, parce qu'il y a des coûts d'industrialisation initiaux qui sont plus importants, mais que d'expérience, dès le deuxième ou maximum troisième site, on a largement atténué, enfin, on est passé sous le coût nominal de trois sites seuls, si vous voulez. Et donc, et ça devient reproductible, c'est-à-dire que à chaque nouveau site, on va gagner en performance, on va gagner en coût. On va déjà, par exemple, pouvoir cloner des sites. À partir du moment où on a, et pour certains de nos clients, on a plusieurs dizaines de sites, on veut créer un nouveau site pour une nouvelle marque. Très souvent, on a ce catalogue de sites qui est disponible. La marque se rapproche de nous. On dit, moi, j'aimerais un site qui ressemble à la marque X ou Y. On va cloner le site. Et là, le coût va être extrêmement minime, puisque, hormis la couche design qu'il faudra revoir, hein, changer les couleurs, les images, changer les polices, etc. Et ça, c'est des coûts relativement faibles. Et après, la contribution qui est faite par le client directement, on est sur des coûts nominaux qui sont extrêmement faibles. Hein, on parle d'un ratio de 1 à 10 hein, largement entre une usine à site qui est industrialisée, qui fonctionne, et un site standalone qu'il faut développer from scratch. On est largement en dessous de cela. Donc, à partir de 4-5 sites, ça devient très rentable de mettre en place une usine à site, surtout si après on a des volontés de créer du mini-site et vraiment beaucoup d'activités sur le web. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Ah, si. Alors, l'usine à site fonctionne-t-elle? Sur quelle plateforme? AWS, la techno est propriétaire pour mettre des données. Alors, la techno est propriétaire et la plateforme, elle est agnostique. Hein. Alors, elle est plutôt compatible et elle aime beaucoup Azure.
Mais par contre, elle peut tourner sur de la WS, elle peut tourner sur du GCP, c'est du Windows derrière. Et la techno est propriétaire, je vous le confirme, c'est Sycor. Donc on a bien un troisième acteur dans la boucle, qui est l'éditeur. Et pour nous, c'est plutôt un gage de sécurité et de performance et de fiabilité. C'est l'éditeur qui fournit la bibliothèque de composants initiale, la plateforme, et peut même d'ailleurs héberger la solution. Donc, et typiquement, c'est le cas hein, chez vous, hein, Mélanie. On est parti sur une approche totalement intégrée de l'éditeur qui fournit y compris la partie hosting. Alors nous, on rajoute une couche de service bien sûr par-dessus. Hein. Globalement, on a du cloud manager qui est fourni par l'éditeur. Nous, on va rajouter par exemple tout ce qui est usine, tout ce qui est outillage, des couches de monitoring plutôt applicatives hein, et performances applicatives. Typiquement, quand on a du développement custom, là, évidemment que c'est nous qui faisons les développements, donc c'est nous qui sommes maîtres et c'est nous qui sommes responsables de la performance applicative. Donc, on met tout l'outillage qui va bien derrière. Mais globalement, sinon, les 80-20 s'appliquent toujours. Hein, 80% de la technologie et du savoir-faire et du suivi de la performance et de la sécurité est réalisé par l'éditeur. J'espère que j'ai répondu à votre question, Rodolphe. Et alors, il y avait un autre bout de la question qui était peut-on y mettre des WP? J'imagine que vous parlez de WordPress. Non, alors non, on ne peut pas malheureusement. Alors on peut faire des usines à sites WordPress, mais là c'est pas le sujet de ce webinaire. Hein. En l'occurrence, là on est vraiment sur du Sidecore. Donc, le concurrent de WordPress, en l'occurrence, c'est Sidecore. Alors on n'est pas, on va parler de concurrent, mais on n'est pas tout à fait dans la même gamme de produits, hein, on va dire, puisque là on est vraiment dans une plateforme expérience client, problématique digitale un peu plus complexe que ce qu'on pourrait faire avec un WordPress simple. Mais globalement, non, c'est vraiment basé sur la techno Sidecore. Voilà. Après, par contre, AWS, pourquoi pas, GCP, pourquoi pas. Et même on-premise, hein, on a des clients qui hébergent même leur usine à site. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Alors, comment vous faites la gouvernance interne pour la gestion du contenu? Ah, bah, peut-être que Mélanie, tu veux… Oui, bon du coup nous la gestion du contenu, enfin on administre en centrale toute la gestion des sites, le clonage, la création et ensuite on donne aux contributeurs locaux des droits d'accès sur leur partie. Toute la partie forcément groupe reste administrable au niveau du central et eux ils ont accès à leur partie, aux parties actualités et leur propre contenu de site. Donc dans un premier temps, on n'a pas formé beaucoup de contributeurs externes, on a choisi vraiment les contributeurs qui avaient déjà des capacités, en tout cas des connaissances en webmastering et on compte en former plus à partir de l'année prochaine pour leur donner la main. Comme ça s'est fait assez vite, on a eu peu de temps pour la formation des contributeurs. Alors, sachant que dans les projets, parfois nous aidons nos clients hein, sur la partie contribution et contenu, donc soit à mettre en place les politiques de gouvernance. Alors, c'est pas le cas chez APA parce que vous étiez déjà très opérationnel sur le sujet, vous saviez ce que vous vouliez faire, et on a des clients qui sont un petit peu moins à l'aise et sur lesquels on peut apporter du conseil. On peut également bien sûr apporter du service sur la partie contribution, y compris en multilingue, avec de nombreux partenaires qui nous aident sur les projets à l'international. Et après, en termes de gouvernance, on a aussi d'autres approches. Hein. Donc, vous, Mélanie, vous aviez une volonté d'avoir une image centralisée et d'avoir des normes, des guidelines très forts en termes de contenu, d'assets, de politique de communication. On a des clients qui, eux, ont une approche usine à site très multimarque et où chaque marque a son autonomie et son indépendance. Dans ce cas, on est dans une autre approche. Nous, notre travail dans ce moment-là, c'est de livrer de la solution packagée, hein, telle que je l'ai évoqué, avec socle et composants, et après de s'adapter au maximum aux desiderata des différentes marques, hein, donc en faisant les assemblages qui vont bien. Dans ce cas, on est dans une gouvernance encore plus décentralisée, où nous, on fournit en fait le catalogue de services, le catalogue de composants, etc. Et on va développer sur mesure, en assemblant, comme le souhaite le client final, la marque en l'occurrence, les sites de contenu qui correspondent. Voilà, on peut avoir des modèles de gouvernance qui sont très différents en fait, selon les clients. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps, si vous le souhaitez, une bonne dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir qu'on y répond.
Allez, je vous laisse encore une petite minute pour les questions. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Mélanie, je te remercie encore une fois pour la participation à cet événement. On est très fiers d'avoir participé à votre beau projet usine à site à Pave, et qui en plus est un succès. Je pense que 6 mois pour réaliser une usine à site et livrer les premiers sites, et un certain volume quand même, avec énormément de contenu, du multilangue, etc. C'est un beau challenge et on est fiers de l'avoir relevé avec vous. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Il sera en replay sur notre site, je pense, assez rapidement, avec également des extraits probablement que nous mettrons en diffusion pour les éléments clés qui peuvent vous intéresser. Encore merci et puis bon après-midi à tous et à bientôt pour un prochain webinaire Castellis, Sycor, peut-être avec APAP, pourquoi pas sur d'autres sujets technologiques. Merci à tous. Au revoir.